Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo preview boxe anglaise sur Fight Minds. On est de retour pour les previews. Premier truc, premier petit aparté direct, bam, dans l'intro. Merci infiniment pour tous vos retours sur notre dernière vidéo de l'actu du mois de janvier. Parce que vous avez été adorables et que vos commentaires c'est que de l'amour. Donc voilà, merci beaucoup. On a été très touchés avec Kabir, on s'est envoyé avec les captures d'écran des commentaires et tout. On était très touchés de vous avoir un peu manqué et de voir que vous appréciez notre travail. Donc vraiment, on vous remercie infiniment. Ça fait plaisir et c'est pour ça qu'on le fait. Donc merci beaucoup. Ensuite, aujourd'hui, breakdown de l'ultra méga giga carte qui arrive le 22 février. On va vous parler de la sous-carte dans une première vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'on pouvait pas faire une seule vidéo surtout, sinon elle aurait duré 4 heures. Donc on va d'abord vous parler de la sous-carte et ensuite on vous parlera du main event dans une deuxième vidéo qui sortira normalement jeudi prochain. Donc que vous devriez voir d'ici une semaine vu que celle-là sort normalement le jeudi 13. Vous devriez avoir la vidéo suivante le jeudi 20. Donc aujourd'hui, on va vous détailler toute la sous-carte qui est peut-être une des plus belles sous-cartes de l'histoire de la boxe. Et je suis accompagné pour ce faire, comme d'hab, de mon compère de toujours, Kabir, l'analyste en chef. Salut Kabir, comment ça va ? Salut à tous, salut à vous, j'espère que ça va. Ouais, je suis archi hypé. On a passé beaucoup de temps tous les deux à bosser justement pour vous faire une belle preview de cette carte. Et franchement, ça régale, hein. Je pense que c'est pas un euphémisme de dire que c'est l'une des, si ce n'est la plus belle carte qu'on ait pu avoir en termes de Ouais. nom, en termes d'enjeux, en termes d'opposition, en termes de rebattement de cartes qu'on aura à l'issue de chacun de ces combats. On est vraiment, on mange bien le 22. Ouais, parce qu'on a déjà eu des grosses cartes dans l'histoire, hein. Je pense aux cartes japonaises, je pense aux cartes de Don King à une époque qui avait des 9-10 championnats du monde sur la même soirée, mais c'était pas forcément la même opposition, etc. Là, en termes de noms, de titres qui sont défendus, tout ça, enfin quand vous commencez à voir le mec qui a été main event de Wembley, qui a mis un des KO qui va devenir mythique contre une légende de la boxe qui se retrouve en co-main ici. Ça commence à donner un peu le ton. Enfin, Shakur est même pas en co-main. C'est un truc de ouf. Enfin voilà, on commence à Gilles Jang est quasiment tout en bas de la carte. Que des Enfin, on commence ceintures à en parler jeu, de que des trucs 12 ans. improbables. Voilà, et ceintures dans tous les sens. Il y a un combat qui pour moi est au-delà de Better BF Bivol évidemment, mais ça on vous en parlera dans une prochaine vidéo. Il y a un combat sur la carte pour moi qui est stratosphérique, c'est Madrim of Ortiz. Effectivement, on en avait déjà parlé, mais bon, on va développer. On va commencer par le commencement, on va partir du bas de la carte pour remonter vers le co-main. Vous commencez à connaître notre fonctionnement. Donc premier combat de la carte, si l'ordre change pas d'ici là, ce qui est fort probable, hein, vous commencez à connaître. Avant toute chose, il fallait. Je me le suis pas noté, du coup je fais oublier. Il fallait que je fasse un petit erratum, non, mais édito par rapport à notre dernière vidéo. Il y aura pas le combat Canelo contre Jake Paul. Alléluia. Alléluia. Canelo a signé un deal de 4 fights avec Riyad Season. Donc premier combat contre School. Non, c'est contre School. Oui, c'est contre School en mai pour l'Undisputed. Donc no comment pour Mbili et Lele Sajo qui devaient s'affronter dans un IBF Title Eliminator. Du coup ça perd toute sa valeur parce qu'on sait que Canelo ira pas chercher Mbili ou Lele Sajo. Donc ça change tout, surtout que Canelo remettra, s'il gagne, toujours pareil, s'il gagne, il remettra ses titres en jeu contre donc Terence Crawford en septembre. On vous fera une vidéo dédiée parce que politiquement il y a beaucoup de choses à dire, parce que si Crawford gagne, Crawford restera pas en 168, et il prendra sa retraite après ce combat, donc il fera exploser les ceintures. Donc là potentiellement il y aurait Mbili contre Lele Sajo pour la ceinture, voilà. On espère juste que ça va être upgradé en ceinture intérimaire, le combat Mbili Lele Sajo, parce que c'est la seule chose à faire puisque le titre IBF va pas être défendu avant un bon moment, vu qu'il va être remis en jeu dans un Undisputed contre Canelo. Enfin bref, donc il faut soit juste après le combat exactement ce qui s'est passé chez les poids lourds, juste après le combat enlever la ceinture au vainqueur de Canelo School et la filer à Lele Sajo ou Mbili, enfin en l'occurrence à Mbili qui est classé premier, donc lui filer d'office la ceinture, et faire comme ce qui s'est passé avec Dubois, passer de champion intérimaire à champion world.
Voilà. Mais c'était juste pour faire il fallait que j'en parle en début parce que c'est la dernière vidéo qu'on a fait, il fallait que je rebondisse, mais évidemment c'est pas le sujet de cette vidéo-là, donc on va pas en débattre. C'était juste pour vous tenir informé. Il y aura pas le combat des enfers, Canelo contre Jake Paul. Donc premier combat de la carte, Joshua Buatsi contre Callum Smith pour la ceinture WBO intérimaire des light heavy de Buatsi. Alors Buatsi, 31 ans, 19 victoires, dont 13 par KO, 0 défaite, il est toujours invaincu Buatsi. Son dernier combat c'était contre Willie Hutchinson en septembre 2024, c'était à Wembley, sur la sous-carte donc de évidemment Anthony Joshua contre Daniel Dubois. Il avait gagné par décision partagée et ça avait été un sacré combat, honnêtement. Ça avait été un sacré combat. Ouais, grosse guerre, c'était un gros combat qu'on a eu la chance de voir, on tient à le rappeler, c'est juste pour le flex, hein. On vous rappelle qu'on était à Wembley, il y a toutes les vidéos, mais bon, on vous le redit parce que c'était vraiment cool. Non, blague à part, on a pu voir le combat, déjà ça nous a permis de aussi voir Joshua Buatsi à l'œuvre IRL, quoi. On savait que c'était un très très gros prospect, c'est un combattant qui est actuellement à vraiment son prime physique. On rappelle un gros palmarès amateur, il a été médaillé de bronze au JO, il a un gros style et justement il était tombé contre Willie Hutchinson qui était aussi un fan favorite, on l'avait vu lors de la pesée, c'était un des combats qui était le plus attendu du côté des Londoniens et des Britanniques au global, et donc il a réussi à maintenir un gros rythme, il a réussi à le toucher sévèrement pendant le combat, et c'est vraiment un gros prospect, et ça, je pense que c'est une très belle manière d'ouvrir cette carte dans la catégorie des lourds légers où du coup forcément ça fait écho avec le main event. Et donc ouais, ça offre de belles perspectives pour lui. Je pense que face à lui, il a clairement un gros challenge parce qu'il faut savoir que Smith, c'est un gros vétéran. C'est un combattant qui a toujours fait d'énormes oppositions. Il est monté très haut en super moyen. Il a échoué contre Canelo. Il est monté très haut dans les rankings, hein. En lourd léger, il a échoué contre Beterbiev l'année dernière. Donc un peu compliqué pour lui. Là, c'est un peu le combat de la dernière chance, honnêtement, pour ce titre intérimaire des lourds légers. Mais ça va être quand même un gros fight et je pense que c'est un des combats qui va permettre de bien nous mettre dans le bain pour ouvrir cette carte. Oui, bah alors du coup je fais la présentation de Smith, mais 34 ans, il est à 30 victoires dont 22 par KO, 2 défaites dont une par KO contre Beterbiev et une défaite unanime contre Canelo. Donc il a 2 défaites, mais vous voyez contre qui c'est un peu. Ouais. Et il a quand même battu des gars comme John Ryder, George Groves, des mecs comme ça. Et son dernier combat c'était contre Carlos Galvan, donc c'était vraiment un combat de remise en route. C'était en novembre 2024. Galvan qui était en je sais pas 30-14, un truc comme ça. Ouais. Donc c'était vraiment un combat de remise en route après sa défaite par KO contre Beterbiev et il avait gagné par KO au 5e. Smith qui est plutôt sur la pente descendante mais qui est vraiment déjà c'est une famille de boxeurs, hein, parce que là on parle de Callum Smith mais il y a Liam Smith aussi évidemment. C'est une vraie famille de boxeurs qui a été qui est assez coté, on va dire, Oui. dans les îles britanniques, et qui a quand même écumé les circuits mondiaux de la boxe. Et Callum Smith, il est sur la pente descendante, mais c'est un gros combattant. Évidemment, Joshua Buatsi est favori. Je pense que on se mouille pas trop en disant ça, mais ça va être une vraie opposition. Enfin, c'est un vrai combat pour Joshua Buatsi. C'est vraiment pas une promenade de santé. Et c'est un combat intéressant parce que ça va lui faire prendre encore plus d'expérience avant effectivement de se projeter vers le méga giga top de la KT, parce que vu l'âge de Beterbiev et de Bivol, c'est pas délirant d'imaginer que des mecs comme Benavidez et tout vont vite prendre le devant de la scène, et que Buatsi a peut-être son mot à dire sur cette élite, on va dire de la prochaine élite de la KT, post Bivol Beterbiev, quoi. Ouais, tout à fait. Il a la place. On rappelle, il a tout juste 31 ans et comme on le disait, il est dans son prime physique. Donc, dans un horizon moyen terme, 2-3 ans où, a priori, Beterbiev ne serait plus là. Peut-être pas Bivol, on ne sait pas trop, mais bon, bref. Il a clairement la place et il y a plein de jeunes viviers, de jeunes talents qui sont en train d'émerger aussi dans cette catégorie. On parle et même à l'échelle nationale, et j'en profite pour justement faire un petit salut à Seydi Coupé qu'on avait croisé justement à Londres, qui est un combattant français dans cette même catégorie, qui s'est également préparé avec Joshua Buatsi et qui nous avait fait part justement de son gros talent technique et physique. Donc petite dédicace à lui, et puis on espère aussi le voir, hein, parce qu'il a aussi la place, et on espère aussi le voir monter dans ses rankings, parce que c'est vrai que ça promet sur les prochaines années. Ouais, clairement. C'est une catégorie qui était, enfin pas qui était morte, mais qui était tellement dominée par deux gonzes que t'avais pas la même bloqué, saveur, quoi. on va dire ça comme ça. T'attendais juste qu'ils s'affrontent les deux, en fait. Mm. Maintenant qu'ils se sont affrontés, qu'ils vont se réaffronter, ça ouvre un peu plus de possibilités, mais c'est comme chez les poids lourds.
une fois que tu sais qui est le champion et qu'il est en fin de carrière, tu sais derrière, tu peux commencer à projeter sur un avenir, sur les jeunes loups qui vont venir essayer de gratter les titres sur la prochaine génération. On enchaîne ensuite en parlant de jeunes loups et d'ancienne génération, ça tombe bien, la transition est toute faite. On enchaîne avec Gilles Jean contre Agit Kabayel pour le titre WBC intérimaire vacant. Bon alors pourquoi faire un titre WBC La intérimaire? vidéo sur la box est incompréhensible, toujours Ouais. dispo. À Bref, chaque fois, il doit faire de l'autopromo. on peut plus, c'est un truc de fou. Bref, on est chez les poids lourds. Je vous présente les deux boxeurs. Gilles Jean, 41 ans, 27 combats, 29 combats, 27 victoires, 22 par KO, 2 défaites. Son dernier combat, c'était contre Deontay Wilder en juin 2024. C'était déjà donc à Riyad. Il avait gagné par KO au 5e round. Et Agit Kabayel, quant à lui, 32 ans, 25 victoires, 17 KO, 0 défaite. Son dernier combat, c'était contre le Cuban Flash, qui était invaincu à l'époque, Frank Sanchez. C'était en mai 2024. Il avait gagné par KO au 7e round. C'était sur la sous-carte de Ring of Fire, donc le premier fight undisputed, qui était une sacrée sous-carte quand même. Et c'était un des combats, si on enlève le main event, évidemment, c'était un des combats les plus indécis de la carte pour le coup. Et donc pour le flex aussi, j'étais à Riyad pour Ring of Fire. Mais c'est surtout que je discutais avec les journalistes, parce que du coup j'étais avec la presse, et on discutait, et on se disait que ce combat-là, il était vraiment difficile à call. Parce que t'avais deux mecs qui avaient un palmarès identique. Ils avaient autant de combats, autant de victoires, autant de KO. C'était impossible de les départager. C'était deux styles différents, mais quand même une approche cérébrale un peu identique des combats. Ouais. Et donc on avait vraiment aucune idée. Pour moi, c'était le 50-50 ultime. Kabayel m'a bien donné tort parce que c'était très loin d'être un 50-50. Je suis désolé de le dire comme ça, mais la branlée qu'il a mis à Sanchez du début à la fin du fight. Et Kabayel, qui était un prospect intéressant avant ce fight-là, est devenu une vraie menace pour la KT. Ouais, très clairement, grosse menace. Et justement, c'est intéressant parce que cette KT, elle a un peu divisé en deux entre justement ces fameux jeunes loups qui montent. Hein. On pense à Dubois, on a eu un moment un certain Jared Anderson qui va combattre ce week-end d'ailleurs dans l'indifférence totale, et c'est très malheureux parce que même s'il a perdu contre Bacolé, ben ça reste quand même un gros boxeur, et donc faut lui rendre tout le crédit qu'il mérite. Et justement, on voit Guy Cabell qui a 32 ans, ça paraît pas très jeune, mais on rappelle qu'on est chez les lourds, c'est une méta entre guillemets un petit peu différente, parce que dans le circuit, on a des gens très âgés, et on pense à Gilles Jang. Mais ouais, effectivement, tu l'as dit justement, il montait, c'était un très très gros prospect, et plus qu'un prospect, un très sérieux challenger. Mais vu qu'on est dans une catégorie où tout en haut, il y a que des monstres, forcément, il n'avait pas trop son mot à dire par rapport à la course au titre. Et justement, il n'avait pas non plus de super grosses oppositions. On a notamment le fight avec Mahmoudov. Beaucoup, vous savez, l'amour qu'on porte pour Mahmoudov sur cette chaîne. Mais bon, voilà, en gros, voilà, il n'avait pas forcément accroché de très gros noms. Mais justement, ce fight contre Sanchez, et comme tu dis, la performance technique, ça nous a donné d'excellents signaux pour la suite, pour lui, en se disant qu'il a clairement de quoi faire pour pouvoir faire son trou dans cette catégorie, bien que ce soit compliqué. On rappelle, hein, il a battu Sanchez. Déjà, il a martelé, il a fait un très très gros travail de sape, et il a battu avec un jab au corps. Bon, on est chez les poids lourds, il y a énormément de puissance, mais quand même, pour mettre KO quelqu'un avec un jab au corps, faut le faire. Enfin, ceux qui pratiquent le savent. Et donc, ça en va plus, être. t'as vu les abdos de Sanchez? Oh, Je suis désolé, mais t'as vu physiquement, c'est fou. C'est un C'est tank. un énergumène, hein. Ah, c'est ça, c'est un tank. Et c'est justement, je pense, ça va être une opposition physique, hein, contre Gilles Jang. Gilles Jang, encore une fois, instant auto-promo qu'on a pu interviewer. Mais au-delà de ça, vraiment, si on reste totalement impartial, c'est vraiment l'un des combattants, si ce n'est le plus gros puncher actuel. Bon, ça se discute avec Bacolé, hein, c'est mon chouchou aussi, mais bon, en vrai de vrai, les deux, ça reste du très sérieux en termes de punch et de puissance pure, mais il faut pas le résumer qu'à ça. C'est un boxeur très intelligent, il est gaucher, il a une bonne gestion de la distance, un physique plus qu'hors norme, parce que déjà pour être chez les lourds, faut être hors norme, mais lui, il est au-delà de ça. Et donc, on a l'impression que l'âge, ça fait pas forcément, ça lui pose pas forcément de soucis. Hein. C'est le plus âgé de la carte, mais je pense qu'il peut aussi tenir la distance, autant qu'il peut aussi finir le fight très rapidement. Donc, en fait, il commence à réussir à s'économiser, à être un peu plus cérébral, parce qu'on sait qu'il peut avoir des petits trous d'air, on va dire, cardio. En fait, Gilles Jang, tu peux le prendre que sur le cardio. Exactement. Tu peux le prendre que sur le volume et sur le cardio. D'ailleurs, c'est ce qu'avait fait Parker quand il l'a battu. Il a pris sur le volume et il l'a épuisé. Et il a quand même pris 2 downs dans le combat, Parker. Parce qu'il tape tellement fort, Gilles Jang. Et en fait, il a peut-être même été trop économe contre Parker. Et il l'a pas été par exemple contre Wilder, tu vois. Contre Wilder, il a mis les bons coups au bon moment.
Ce qui est marrant parce que Wilder est techniquement plus dangereux, enfin, est théoriquement plus dangereux que Parker parce qu'il suffit qu'il te touche une fois. Oui. Sauf que je crois que Zhang a vite vu que il avait pas envie de taper non plus Wilder, tu vois, que c'était plus le même Wilder, etc. Et que du coup, il s'est un peu plus lâché. Et donc, il met un KO au 5e. Et contre Parker, 2 fois, Parker, il peut aussi ne pas se relever, tu vois. Oui. Donc, et Parker, encore une fois, c'est l'élite de chez l'élite de chez l'élite, ancien champion du monde. Le peu de défaites qu'il a, enfin, il a un trou d'air contre Joe Joyce notamment, où je pense que c'est la pire partie de sa carrière, mais c'est un immense boxeur. Parker, on va en parler plus tard. Oui. Et Zhang est vraiment pas loin, il perd à la décision majoritaire, enfin il est vraiment pas loin de le battre. Donc il a juste été pour moi, du moins, trop économe. Maintenant, à ton avis, comment ça va se dérouler dans ce combat-là où Kabayel est un peu plus frais? C'est pas comparable avec Parker, hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un combattant un peu plus petit, un peu plus léger, qui du coup met plus de volume, Kabayel. Comment Zhang, est-ce que Zhang va trouver le chemin de la victoire? Est-ce qu'il va mettre plus de volume? Est-ce qu'il va être patient et trouver que les bons coups, quitte à jamais le trouver en fait, le bon coup? C'est quoi le truc? Bah ouais, c'est ça le truc, justement. C'est bien de comparer avec Parker parce que, bien comme tu le dis, ce ne sont pas du tout des combattants similaires. Et même, avec tout le respect qu'on a pour Kabayel, c'est encore, il y a encore une marge de progression par rapport à Parker qui a vraiment fait le gros step-up et qui est à ça, hein, d'être au top du top. Oui. Mais Zhang, en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que, tu vois, les frappes sur lesquelles Parker a été touché, Kabayel, on n'a pas encore vu, hein, son niveau de résistance parce qu'il n'est pas tombé contre des gros morceaux, enfin des aussi gros morceaux que Gilles Zhang. Donc je suis pas certain que si il a des lacunes défensives, Kabayel, qu'on a pu aussi entreapercevoir lors de son dernier combat, malgré le fait qu'il ait gagné, notamment lorsqu'il était à très courte distance, il n'aura pas le droit à l'erreur à ce moment-là, tu vois. Donc c'est ça le problème. Le problème, c'est que Kabayel, il va devoir se mettre en risque. Il va devoir essayer de débiter, de mettre beaucoup de volume, d'essayer de beaucoup travailler au corps, d'épuiser l'adversaire et d'essayer de tenir la distance. Mais sauf que une ou deux erreurs, ça peut être très compliqué face à, comme tu dis, un Zhang qui a une intelligence de combat et qui sait s'économiser en fait. Il est conscient de son poids, il est conscient de son âge et de les limitations physiques et en tout cas le déficit physique qu'il a par rapport à Kabayel. Donc lui, son objectif, ça va pas être bête de frapper bêtement et méchamment, mais au contraire, ça va être de pouvoir essayer de trouver des opportunités, de contrer au bon moment et de bien gérer la distance pour remiser. Je rappelle encore une fois, on est sur une opposition droitier-gaucher. Donc Zhang, il est gaucher et Kabayel droitier. Donc il y aura toute une méta autour du contrôle du bras avant pour pouvoir essayer de maintenir la distance. Zhang, il est plus grand. Zhang, il est monstrueux là-dedans. Exactement. Zhang est monstrueux là-dedans. Il a un jab et une gestion du bras avant qui est trop sous-cotée parce que tout le monde parle de sa grosse gauche. Mais vraiment, il y a les gens, le grand public, je pense, sous-cote énormément la technicité, l'intelligence de Zhang. Tu parlais tout à l'heure du fait que à courte distance, Kabayel avait montré quelques petites imperfections, on va dire, au niveau défensif. Zhang, il a un énorme crochet court, hein, des deux bras. Hein. Il a un crochet court bras avant. Joe Joyce s'en rappelle encore, je pense. Enfin, vous s'en rappelle pas d'ailleurs, mais attention. Donc, Zhang, c'est à toutes les distances, c'est dangereux parce qu'il a une gauche, il a un travail en ligne du bras arrière qui est monstrueux. Ça part vite, ça part lourd, ça part fort. Enfin, c'est impressionnant. Il les téléphone pas, donc vraiment d'un coup la gauche elle part. Et d'ailleurs Parker m'en avait parlé de ça. Il me dit vraiment tu vois pas arriver son bras arrière à Zhang, c'est un truc de fou parce qu'il y a pas d'indice. Et son travail du bras avant. Enfin moi Zhang, je pense que c'est dommage dans un sens qu'il ait explosé aussi tard. Même si pour les poids lourds c'est quand même différent, là il est quand même, ça commence à se faire sentir l'âge sur le cardio et tout. C'est dommage qu'il ait explosé aussi tard parce qu'il aurait 5-6 ans de moins, il serait arrivé à ce niveau-là, au niveau élite. Avec 5-6 ans de moins, il aurait été un problème pour. Il aurait potentiellement été champion du monde, ce mec, tu vois. Bah, ça aurait été bâcolé, quoi. En fait, c'est ça. Mais en fait, je pense même que Zhang, faut pas que ce soit la même il est tellement grand et tout qu'il est même peut-être, un cran au-dessus de Bacolé dans le sens, il a un truc en plus de Bacolé, il a sa taille et tout. Et Bacolé, on l'a pas encore vu contre autant d'adversité que Zhang, tu vois. Oui, je suis d'accord. Zhang, là, il a enchaîné 5 combats où il a fait coup sur coup Ergovic, où il perd le combat, mais il doit le gagner. Enfin, la décision est scandaleuse pour moi, j'en démords pas. Il enchaîne Joyce 2 fois à l'époque où Joyce est quand même au top. Il bat Joyce 2 fois, c'est à cause de lui que Joyce est plus au top. Il s'enchaîne Parker, Wilder, enfin. Là, Kabayel, là, Zhang, ça fait quand même 3-4 ans qu'il est sur de l'opposition ultra, niveau, méga, giga, XXL. Et je pense que Zhang, là, le même Zhang, mais 5 ans de moins avec du coup un peu de cardio,
Enfin, il y a 5 ans, il avait pas de cardio, justement. C'est ça le problème, d'ailleurs. Et il s'est amélioré avec le temps. Mais je pense que ça, ouais, enfin bref, je pense que Zhang, il y aura toujours un what if autour de Zhang, parce que là, malheureusement, on sait que même s'il gagnait tout, par exemple, Zhang contre Usyk, t'as aucun doute sur la finalité du combat, tu vois. Aucun. Ouais. Parce C'est que ça le truc. c'est la kryptonite de Zhang, Usyk, je pense. C'est Tout le à fait, pire tout truc à qui peut fait. lui arriver. Non, mais Donc c'est voilà. sûr et ça peut être compliqué. Et donc, sur le papier, on a tendance à avoir Zhang de notre côté, en tout cas, le voir Oui. remporter le combat parce que le challenge est vraiment, vraiment trop difficile. C'est trop une galère en fait. Mais Kabayel, Oui, oui, justement, là, oui. il a vraiment tout à gagner. Et je pense que moi, ce que j'avais noté justement dans ma partie un peu analyse technique, c'est que tout va se jouer sur les premiers rounds. Tout va se jouer sur Ouais. les premiers rounds parce que si tu as la bataille du jab, que Kabel arrive à bien casser la distance, à travailler au corps et commence à essayer de cramer un peu le physique de Zhang sans se faire trop toucher, on Ouais. pourrait avoir une belle surprise. Mais si on voit que très rapidement, en termes de gestion de distance et en termes de boxe vraiment à très longue distance, Zhang il arrive à maintenir la distance, remiser en bras arrière, pas se faire toucher au corps, bah, ça pourra aller très très vite, mais du mauvais côté en tout cas pour Kabayel. Et donc voilà, ça va être une belle opposition. Et puis c'est les poids lourds, c'est nos chouchous, c'est des Ah boxeurs oui, oui. qu'on veut voir boxer, qu'on veut voir combattre. Et donc ouais, ça va être une belle opposition franchement. On se mouille, tu mets qui? Moi, je mets Zhang et je le vois peut-être pas gagner. Je le vois en KO un peu Ouais, moi expéditif. Hein. aussi. Ah ouais? Moi, je vois Zhang KO 8ème. Ok, moi un peu plus tôt, j'aurais dit ouais, Zhang KO première moitié de combat Ok. sur une gauche de cowboy. Ah ouais, ouais, bah Je me j'espère. mouille. C'est tout le mal qu'on lui souhaite parce qu'en plus il est adorable. Ouais. On passe au combat suivant qui est pour moi vraiment le 50-50 ultime de la carte, et hors main event enfin le main event du Pump, c'est le co-main event, mais là pour moi c'est la pépite de cette Ouais. carte. Sans vouloir faire le hipster de la boxe là, hein, sans vouloir faire le mec qui parle des combats un peu moins connus et tout, hein, c'est pas ça, mais putain là c'est vraiment le combat de la carte. Je vous le dis pour ceux qui connaissent moins bien ces deux noms-là. Donc Vergil Ortiz Jr. contre Israil Madrimov pour la ceinture WBC intérim de Ortiz, des welter. Madrimov, 29 ans, 10 victoires, dont 7 par KO, une défaite. Sa défaite, c'était lors de son dernier combat. C'était contre Bud Crawford en août 2024. Défaite à la décision unanime. On vous avait fait un petit récap, enfin un petit preview, petit récap ici. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. C'était pour la première carte Riyadh Season hors du territoire, donc à Los Angeles. Ortiz Junior, 26 ans, 22 combats, 22 victoires, 21 KO. Donc là, on commence à être pas mal au niveau des stats. Son dernier combat, c'était contre Bouachouk et c'était aussi sur la sous-carte. Ouais. C'était en août 2024. C'était sur la sous-carte de Madrimov contre Crawford. C'est deux pépites absolues de la catégorie. C'est le combat qui devait se faire et qu'on espérait même pas tellement les gros combats se faisaient plus. Parce que là, on est quand même on n'est pas dans des prospects parce que les mecs ont déjà des CV bien remplis, mais on n'est pas non plus dans des champions du monde. Enfin, Madrimov était champion du monde avant de se faire prendre sa ceinture WBA par Crawford, mais on est sur des mecs qui ont 26 et 29 ans, donc relativement jeunes. Ils n'ont pas encore atteint leur prime, ils n'ont pas 10 défenses de ceinture, etc. Et en général, c'est des combats qui se font pas. C'est des mecs qui s'affrontent pas, qui se croisent dans le monde de la boxe et qui s'affrontent peut-être un jour pour une ceinture ou peut-être jamais. Là, on a un combat de fou furieux. Honnêtement, je suis incapable, mais incapable, de te dire qui va gagner. Là, je peux me mouiller, je peux y aller au pif. Par contre, je suis incapable de te faire un vrai prono. Non, moi je suis pareil. Je pense que c'est le combat le plus difficile à pronostiquer. Et c'est marrant parce que justement, dans notre analyse Crawford-Madrimov, je reprends tes mots. C'est toi qui le disais. Tu disais, on parlait de Madrimov justement. Tu disais Madrimov avec Ortiz, ce sont les deux mecs les plus dangereux de la KT. Et à ce moment-là, comme tu le disais, on croyait même pas qu'ils pourraient s'affronter parce que c'est quand même un peu prématuré. Mais voilà, la Turquie-Money, forcément, ça nous fait kiffer et ça nous permet d'avoir des dream fights. Mais ouais, il faut rappeler que Madrimov, lui, il est habitué de la Riyadh Season, c'est son 4e. Il a justement été au main event contre Crawford et une défaite contre Crawford, surtout sachant que je tiens à rappeler qu'il a perdu contre Crawford, certes, mais qu'il a tenu la distance, qu'il a proposé de belles choses et que Crawford, il avait mis KO tout le monde, tous les adversaires qu'il avait boxé depuis 7-8 ans. Tu vois. Ouais, depuis 7 ans, je crois, un truc comme ça. 7 ans, donc ça faisait 7 ans qu'il avait pas, qu'il n'était pas allé jusqu'au dernier gong, quoi. Et donc, ça en dit long pour un boxeur qui, comme tu le dis, qui a tout juste 29-30 ans. Et donc, il a encore du temps, il a encore beaucoup de points à maturer. Et justement, on sait que Crawford va pas tarder à partir. Donc, ça pourrait être l'un des futurs gros noms des super welter. Donc, ouais, on l'a vu face à Crawford. Il a une boxe, et déjà, il a un physique impressionnant. Il a une boxe rude.
Et il a une super défense. Et face à un mec comme Crawford, réussir à maintenir un bloc défensif, réussir à contrer Crawford. Et c'est impressionnant quand même. Crawford, il a un joli coup d'œil. Et je prends ce combat en combat référence parce que ça montre le niveau quand même pour pouvoir tenir la distance, toucher, remiser. Et même, il a même bien gonflé Crawford, mine de rien, avec son, Oui, son oui, bras oui, oui, arrière. Il a clairement clairement. les armes pour pouvoir faire du très beau niveau et de la très belle boxe sur les prochaines années dans cette KT. Et donc, face à lui, on tombe sur Virgil Ortiz qui est encore tout jeune, hein, 26 ans. Franchement, pour une catégorie comme celle-là, c'est très très jeune. Mais lui, c'est un pur produit. Il a été chopé très tôt par la promo Golden Boy, si je dis pas de bêtises. Et Mhm. toutes ses victoires, il les a eues par KO, à l'exception d'une seule. C'était sa dernière contre Boachuk. Mais si Ouais, vous c'est ça. voyez le gap de Boachuk, on Ouais, ouais, comprend Boachuk, pourquoi. c'est monstrueux, attention. Hein. Ouais, ouais, c'est du sérieux. Et donc, voilà, donc il a un taux quasi parfait de KO. Et donc, face à lui, il a un gros bloc également. Et c'est ça aussi. On parle beaucoup de la puissance d'Ortiz. Même son jab Mhm. qui est lourd, il arrive à, en fait, son jab, il arrive à te maintenir à distance et il arrive aussi à te pousser jusque dans le coin. Et après, dans le coin, il commence à Ouais. accélérer, à envoyer des combinaisons, corps-tête, à décaler, mettre la pression, gérer les angles. Il a une super, super belle boxe et un très bon physique aussi. Donc, ouais, sur le papier, c'est très, je suis curieux de voir sur les commentaires s'il y en a qui, qui voient, Ortiz Ah ou ouais. Madrimov plus que l'autre, mais là c'est un pur 50-50 sur le papier. Donc moi je me suis permis juste de donner les éléments techniques, mais me mouiller sur Ah les ouais, non. pronos, je saurais pas trop. Moi, j'aurais tendance. Je vais me mouiller, je vais dire Madrimov Ok. pour me mouiller. Maintenant, honnêtement, je pourrais même pas l'argumenter, si ce n'est que le pédigré amateur de Madrimov et du coup sa physicalité peut-être. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Après Ortiz il est plus grand, Ortiz il tape fort. Ouais, ouais, ah non, Euh, mais c'est clair. Hein. Mais Madrimov, c'est tellement un rock. C'est plus petit, c'est plus trapu. Du coup, ça peut être emmerdant pour Ortiz aussi. Madrimov, en plus, il sort d'un combat contre Crawford, effectivement, qui est une défaite, mais qui est quand même une prestation c'est méga une giga maestria. XXL. Donc, ouais, qui est un des fights de l'année, hein, clairement. Mm. Donc, j'ai envie de dire, ouais, allez, Madrimov parce que du coup, Ortiz avait été un peu décevant sur sa dernière sortie contre Boachuk. Oui, parce qu'on On avait attendait, émis on des attendait le réserves. chaos. On attendait le chaos Voilà, ouais, forcément. puis on avait mis quelques réserves, il y avait deux trois trucs, enfin on avait mis quelques réserves sur Ortiz quand même où on avait trouvé un peu il y avait eu quelques moments de faiblesse qu'on lui avait jamais vu. Après encore une fois, c'était Boachuk en face, hein, c'était pas personne. Mais du coup, j'aurais tendance à dire qu'au vu de leurs deux dernières prestations, Madrimov est peut-être un cran au-dessus. Mm. De toute façon, ça tombe bien, on va avoir la réponse dans 11 jours. Donc comme ça Ouais, au et moins c'est paradoxal, hein, comme voilà. tu le dis, parce que Ortiz il sort d'une belle victoire, Madrimov sort d'une belle Ouais. défaite aussi. Et Ouais, ouais, bien sûr. pourtant, c'est celui qui sort de la défaite qu'on voit gagner. Mais c'est justement, je pense qu'il a énormément appris de ce combat. Oui, Et en voilà. fait, nous aussi, on a énormément appris de ce combat-là de la part de Madrimov. On l'avait vu, Non, on on savait qu'il rappelle, était hein, il chaud, avait mais là fait. Ouais, on savait qu'il était chaud. Et nous, francophones et français qu'on est, on l'avait vu contre Michel Soro. Et donc, forcément, on avait par kiffé. exemple. Et non, non, là, on est clairement. Effectivement, c'est pas le main event, ni le main event du peuple, mais ça reste un combat qu'il faut absolument pas louper. Je sais, quelque chose sur lequel ça va être difficile de pronostiquer. S'il y a un chaos, franchement, d'un côté comme de l'autre, respect. Parce que pour Ah oui, endormir c'est l'autre, clair, parce que là, faudra le faire. c'est deux, oui, oui, Ouais. c'est deux Ça par monstres. contre, pronostiquer, Je pense que ça ira à la décision pareil. pour le Mais coup. s'il y en a un qui arrive à mettre KO l'autre, Oui, ça bravo, pourrait être une belle performance. bravo. On Mm. passe au combat suivant, le premier combat pour un titre non intérimaire de la carte, ce qui explique peut-être que ce combat soit aussi haut alors qu'il aurait dû ouvrir la carte en termes de nom et d'opposition. Carlos Adames contre Hamza Shiraz. Carlos Adames, 30 ans, 24 victoires, dont 18 par KO, une défaite. Son dernier combat, c'était en juin 2024 contre Terrell Gaucha. C'était pour la ceinture WBC des moyens, donc la ceinture qui sera en jeu. Victoire à la décision unanime, ça va être une masterclass, hein, 119, 109 et 118, 110, 118, 110. Il affronte pour sa première défense de titre Hamza Shiraz, 25 ans, 21 victoires, 17 KO, 0 défaite, toujours invaincu. Son dernier combat, c'était contre Tyler Denny en septembre 2024. On s'en rappelle, c'était à Wembley sur la sous-carte de Joshua Dubois. Comain. Il avait gagné par KO, c'était le co-main. Il avait gagné par KO au deuxième round. On s'était déjà étonné à l'époque de la position, on va dire, dans la carte de Hamza Shiraz. On vous avait expliqué ici que Shiraz c'était un peu une star en Angleterre, pardon, que ça commençait du coup à le devenir sur les pesées, les trucs et tout, Ah oui, mais que c'était un peu manufacturé aussi par oui. Queensberry, Mm. qui essaye d'en faire son Golden Boy.
la Riyadh Season maintenant. Donc c'est en train de prendre, mais ça a pas pris tout seul. Voilà, on va dire ça comme ça. Queensberry en a fait beaucoup, l'a beaucoup mis en avant, a beaucoup mis de marketing sur Hamza Shiraz. Pour l'instant, ça leur a donné raison parce qu'il est en masterclass sur masterclass, mais il a pas eu d'opposition. Donc là, pour la première fois de sa carrière, avec tout le respect que j'ai pour Tyler Denny, en plus avec qui j'avais discuté à Londres, qui est adorable. Mais bon, c'était pas l'opposition du tout, c'était un titre européen. Là, ça y est, il a monté toutes les marches, Shiraz. On vous avait dit après le combat qu'il fallait maintenant qu'il passe à l'étape supérieure et qu'il passe au championnat du monde. C'était fini les titres régionaux, titres nationaux, titres continentaux. Fallait que ça s'arrête. Il avait pas d'équivalent, surtout pas chez les moyens. Donc il fallait qu'il monte aux titres mondiaux et qu'il fasse 2 combats pour le titre mondial chez les moyens et qu'il passe chez les super moyens. C'est ce qu'on vous avait expliqué. Bon, apparemment c'est la direction que ça prend puisqu'il affrontera donc Carlos Adames pour la ceinture WBC des moyens. Qu'est-ce qu'on en pense de ce fight? Ouais, très beau fight, trop haut dans la carte évidemment, mais on n'est pas surpris parce que ouais, comme tu le disais, hein, il était en commune de Dubois Joshua. Bon. On rappelle aussi, hein, il y a eu le 5 versus 5 Queensberry versus Matchroom où en fait, bon, je vous épargne toutes les règles, mais il y avait un système de capitaine où en fait, en gros, c'est le boxeur sur lequel on est sûr qu'il va gagner et par KO, et donc il avait désigné boxeur alors que dans son équipe il y avait quand même Gilles Jang. Il avait désigné capitaine. Donc c'est un chouchou à la fois des fans. On a pu le voir lors de la pesée, il jetait des gants, les gens ils étaient comme des fous. Après Joshua, c'était celui qui était le plus populaire à Londres en tout cas. Et c'est aussi un chouchou forcément de la promo. Donc c'est un combattant qui veut le faire monter. Il a 25 ans et donc il a la place dans la catégorie des moyens. Je pense que, comme tu as dit, hein, le projet pour lui, c'est de le faire remporter une ceinture. Pourquoi pas l'unifier dans la catégorie des poids moyens où il a de la place et ensuite monter chez les super moyens où il y a ce qui est la catégorie, l'une des catégories les plus relevées actuellement quoi, en 2025. Et donc, ouais, en termes de style, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à prouver parce qu'il n'a pas eu énormément d'adversité jusqu'à maintenant par rapport au niveau auquel on veut le mettre. Mais ça reste quand même une machine à KO. Hein, donc, forcément, tous les KO qu'il met, il a un gros rythme, il a un gros cardio, il est très, très grand pour sa catégorie. C'est aussi pour ça qu'on sait qu'il ne va pas durer ici parce que 1m91 dans la catégorie des moyens, c'est compliqué à maintenir. Et je crois même qu'il a eu pas mal de galères au niveau du poids. Donc, je pense qu'il va faire 1 ou 2 ans, parce qu'en plus, il est jeune, donc il y a la maturité musculaire qui rentre en jeu. Il va faire maximum 1 an ou 2 dans cette catégorie avant de monter. Donc là, c'est le combat à pas louper, sauf que face à lui, ouais, il a Carlos Adames qui, même s'il a concédé une défaite, ça fait un petit moment, il est sur une super lancée. Pour moi, c'est le plus talentueux de la catégorie des poids moyens. En termes de talent pur, en termes de comment il s'est boxé, c'est clairement le plus talentueux. Il boxe bien, il boxe vraiment bien. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'il est précis et puissant, donc il a une boxe physique, mais il peut te rusher, envoyer des combinaisons, mais toucher et être ultra précis sur chaque coup. Donc c'est impressionnant de le voir, et là, ça va être tout l'objectif parce il y a un bon 11 cm d'écart entre les deux, donc il va devoir tout faire pour casser la distance, combiner à l'intérieur et essayer d'être létal dans cette courte distance pour pouvoir toucher Shiraz. Moi, je pense qu'il en est largement capable. C'est sa première défense pour le titre. Il en est largement capable. Et c'est pas que j'ai envie de voir perdre Shiraz, mais là, ils lui ont mis un vrai morceau. Donc, moi, j'ai envie de voir de quoi Shiraz est capable. Et ouais, du coup, je pense que c'est ça aussi. J'ai envie de voir si c'est un pétard mouillé, j'ai envie de voir si c'est manufacturé, j'ai envie de voir si effectivement ils ont vu quelque chose en lui. Pour l'instant, on le voit aussi, mais encore une fois, quand il n'y a pas d'opposition, c'est facile. Ouais. J'ai envie de voir si ils ont vu quelque chose chez lui, Queensberry, qui fait ok, on va tout mettre là-dessus, on va mettre des billes de fou, on va le mettre en common event à Wembley et tout, parce qu'on sait qu'en fait, il va rouler sur tout le monde, qu'il va finir sa carrière invaincu, qu'il est trop fort et tout, tu vois. Donc là, on va avoir des réponses, parce que si il lâche une masterclass contre Adames, je veux plus jamais entendre personne dire oui, mais il a pas eu d'opposition, tu vois, parce que effectivement, Adames, c'est pas un gros nom, par contre, c'est un immense boxeur. Donc ouais, totalement, c'est voilà. Clairement, quand je dis le plus talentueux, c'est pas le plus fort de cette catégorie, mais c'est le plus talentueux en termes de mais je comprends ce que tu veux dire. Justement, je voulais faire une petite pastille justement pour juste rappeler un peu l'actualité avec les Français. Très récemment, en plus, tu me l'avais envoyé en DM et c'est tombé un peu de comment je fais sur la soupe. On a vu que Ngami aller combattre Janibek, donc pour la ceinture, donc pour 2 ceintures, je suis pour une ceinture unifiée. Pour 2 ceintures, pour une ceinture unifiée, donc c'est bien, on a un Français qui va pouvoir choper potentiellement la ceinture, mais ça va être compliqué. Peut-être faire une Suras, hein. Ouais, c'est ça. Et justement, en parlant de Suras, on rappelle que c'est un point moyen naturel. Donc là, la Suras, on a plein de scénarios de rêve avec Suras qui a encore une grosse hype et on lui souhaite le meilleur pour la suite. Donc il pourrait rester, il pourrait pourquoi pas boxer Canelo, je sais pas, il y a 1 million de trucs possibles. Mais on rappelle que c'est un moyen et donc il
il a aussi de la place dans cette catégorie-là. Et on a aussi Bilal Kitou qui a chopé la ceinture il y a quelques semaines, une ceinture silver WBC. Donc il y a beaucoup de Français dans cette catégorie-là et ce serait cool. Hein. Je juste fais cette parenthèse déjà pour leur faire leur donner du crédit, mais aussi pour dire qu'il y a de la place et les Français aussi ont de la place ici. Et donc Hamza Shiraz, super moyen, on est bien. On est moyen, super moyen, on est vraiment très bien. Et donc pour revenir sur Hamza Shiraz, c'est le prospect, le chouchou à la fois des fans et à la fois des promoteurs. Il a 25 ans, donc il a beaucoup de temps pour pouvoir montrer qu'il est capable d'être justement de mériter ce titre-là. Mais je pense que s'il arrive à battre Adamès, surtout s'il arrive à battre Adamès avec une facilité ou avec la manière, ça va. Là, il va ça le propulse dans une autre galaxie pour le coup. Là, il va monter dans une autre galaxie et voilà, il va tout nettoyer chez les moyens et après quand il va monter chez les super moyens, ça va devenir sérieux. Ouais. On va avoir des vraies réponses. Ensuite, on passe au combat suivant. Le retour de Shakur Stevenson contre Floyd Schofield pour la ceinture WBC des légers détenue par Shakur. Donc Shakur Stevenson, 27 ans, toujours invaincu, 22 combats, 22 victoires, 10 KO. Dernier combat, c'était contre Artem en juillet 2024. Il avait gagné par décision unanime pour sa première défense du titre WBC des légers. Combattant le plus jeune de la carte, comme l'avait précisé Kabir. Donc 22. Il affronte le combattant le plus jeune de la carte, pardon. Schofield, qui est vraiment. Alors, on l'a déjà vu combattre parce qu'on regarde toutes les cartes et tout. Mais là, c'est vraiment tombé comme un cheveu sur la soupe. Désolé pour Schofield, mais là, ça commence à être la déception de trop pour la catégorie des légers pour moi. Enfin, on va en parler. 22 ans, invaincu, 18 combats, 18 victoires, 12 KO. Son dernier combat, c'était en novembre 2024 contre René Tellez Giron. Il avait gagné à la décision unanime, mais il avait pris un down dans le 11e. Ça a son importance. Et effectivement, c'est le combattant le plus jeune de la carte. Et ça... Enfin, Shakur Stevenson, il n'est pas à un moment de sa carrière où il doit affronter des prospects. Je suis désolé. C'est ça. Et moi, j'aime beaucoup Shakur. Je fais partie des gens qui défendent Shakur, qui pensent que son style ultra défensif est pas forcément si chiant à regarder que ça. Voilà, comme Floyd a pu l'être à une époque et tout, tu vois. Maintenant, je fais pas partie des gens qui pensent que Stevenson est le meilleur poids léger. Et je vais reprendre ce que j'avais dit, ce que j'ai dit plusieurs fois, mais je vais vraiment le reprendre. La prochaine personne qui me parle des 4 rois modernes ou des nouveaux 4 rois, ou je sais pas quelle formulation à la con, je vais péter un plomb. Comparer Shakur, Gervonta, je sais même plus qui mettent Eni, et des fois ils mettent Garcia. Qu'est-ce qu'il faut pas lire. Bref, les comparer à Ernst Hagler, Léonard, Duran, soit faut pas connaître la boxe, soit faut avoir envie de faire des provoques, soit faut être complètement, faut s'être cogné la tête quand on était petit. Parce que là, vraiment, ils affrontent personne. Je vous invite à regarder les palmarès des 4 rois. Des vrais 4 rois, les mecs s'affrontaient tous entre eux, c'est pour ça qu'ils sont restés dans la légende. Ils affrontaient aussi les autres plus forts de la KT, à part Léonard qui a eu une carrière spéciale avec ses 18 retraites. Les autres, c'était tout le temps à la guerre. Duran qui était un poids léger naturel qui montait jusqu'en moyen pour aller se péter avec Marvin Hagler. Enfin, pitié, comparez pas l'incomparable. Shakur, moi, la catégorie des légers, je le dis, j'en peux plus. Chaque combat est une déception. Chaque annonce de combat pour la ceinture est une déception. Chaque défense de combat est une déception. Shakur, Gervonta, c'est plus possible, les frères, c'est plus possible. Enfin, affrontez-vous, c'est bon, vous faites chier là. Vous toujours en train d'aboyer sur Twitter là, les deux là. Affrontez-vous, voilà, affrontez-vous. Vous voulez faire les malins, bah ça tombe bien. Vous êtes toujours en train de vous embrouiller et tout. Alors c'est pas comme si vous pratiquiez un sport et que vous faisiez un taf dans lequel vous pouvez littéralement vous taper sur la gueule pour vérifier qui est le plus fort, tu vois. Là t'es pas au bureau avec ton collègue avec qui tu t'embrouilles. Là, c'est leur taf de monter dans un. Non mais ça, je trouve ça m'en fout. Sauf erreur de ma part. C'est votre taf. Sauf erreur de ma part. Virgule. Non là y a pas de passif agressif. Vous montez dans un ring, vous la mettez. Donc pitié. Montrez-moi Gervonta contre Shakur, puisque vous êtes les meilleurs du monde là. Tapez-vous alors du coup. Ouais, c'est ça me rend fou. Je comprends ta frustration, c'est le combat, faut pas se mentir, c'est le combat le moins compétitif de la carte. Même s'il est pas à négliger. Et je pense que cette hype, elle vient de quoi? Elle vient du fait qu'ils sont un peu brouillés. Bah après, c'est aussi des boxeurs des réseaux, ils sont un peu embrouillés l'un et l'autre. Je voyais des extraits où l'autre il disait ouais, je l'ai pris en sparring, on devait faire 6 rounds, je l'ai couché en 4. L'autre il dit mais non, c'est lui qui a esquivé. Bref, nous on va pas revenir sur ça, c'est pas notre objectif, mais je pense que ça a été construit. Et je pense que même quand tu checkes un peu le marketing autour de ce fight, la seule raison qu'ils avaient de le vendre, c'était de se dire bon bah ils sont boxés.
Ils se sont Ouais. boxés, ils se sont embrouillés. Mais comme tu le dis, ça n'a aucun sens pour un Shakur Stevenson, au vu de sa position dans la catégorie des poids légers, d'affronter un prospect, même si on a du respect pour Scofield, hein, on Ah rappelle, oui, hein, bien c'est un sûr, bien super sûr. palmarès. Mais voilà, il C'est a un bon 22 boxeur, ans. c'est un très bon boxeur. Et là, c'est même pas un step qui prend, c'est même pas une Ah, échelle, c'est même pas, tu peux même pas sauter et attraper là où il va. En fait, il va dans un terrain qui est trop compliqué, trop compliqué. sans manquer de Il a respect à rien à perdre, Shakur, hein. Shakur boxe 10 catégories en dessous de sa ligue en fait. Et c'est Mm. pas à manquer de respect à Scofield de dire ça. Parce que Scofield a tout le talent du monde, c'est un excellent boxeur. Vraiment, c'est un plaisir à regarder boxer en plus. Mais, enfin, je veux dire, Shakur Stevenson est champion du monde et dans le top 3 de sa catégorie. On le compare à des très grands de l'histoire et tout. Non, tu boxes pas contre un mec de 22 piges qui a 18 combats. Enfin, Ouais, c'est pas possible ça. quand t'en as 27 et que t'es censé être vraiment Mais le vrai ouais, et que les champion ceintures sont pas légitime. unifiées. Enfin, bref. Ouais, c'est ça en fait, c'est dommage, c'est dommage. Donc nous on kiffe, chaque coup on le kiffe, on kiffe Oui, sa oui. boxe. Et donc justement on le disait en plus, c'est comme tu le disais, c'est pas le boxeur action fighter qui va faire qui va envoyer des séries de coups de poing comme Pégase ou comme Seiya ou quoi, mais Non, c'est non, sûr non. mais en tout cas c'est quand même beau à voir. Donc c'est une belle opposition, mais c'est vrai que c'est le combat le moins compétitif et c'est tellement malheureux de dire ça de Shakur Stevenson, ça en dit vraiment long sur le boxing Ouais. business et l'état de la catégorie des poids légers. Mais ouais, comme tu l'as dit justement, ça va être compliqué. Mettez-le nous contre Gervonta qu'on n'en parle plus et qu'on puisse Ah mais tout le enfin monde avancer, s'affronte quoi. dans toutes les catégories sauf chez les légers. Voilà. Alors que c'est l'une Là, des plus ils boxent stylées, à la quoi. Riyadh Season, ils peuvent boxer pour le même promoteur et tout. Ils se croisent pas, les gars. Donc à un moment donné, et c'est pareil pour Gervonta, je veux même pas en parler parce que là vraiment, bref, Gervonta il m'en fout. Les mecs, enfin c'est la seule KT aujourd'hui, vraiment, c'est la seule KT qui souffre de ça. Mm. Dans toutes les autres KT, les meilleurs s'affrontent. Dans les petites KT, dans les toutes petites KT, les KT hyper légères, le Japon, ils font en sorte que tout le monde se croise. Dans les KT moyennes, Riyadh Season ou les promoteurs traditionnels, on va dire, font en sorte que tout le monde se croise. On parle pas de Canelo parce que lui c'est un cas à part. C'est pas Canelo, il a déjà croisé tout le monde en fait. Ouais, On donc vous il le a répète à fini. chaque fois. C'est une Mais anomalie. Canelo, il a déjà croisé tout le monde. Son run pour devenir undisputed, il est légendaire. Il se tape que des invaincus à la suite qui étaient des monstres. Canelo, il a déjà fait son run. Alors après, on peut ne pas aimer Canelo, on peut être énervé parce que le vol contre Triple G, tout ça, machin, tout ce que vous voulez. Mais bon, il a déjà fait ça en fait, Canelo. Dans les catégories hautes, la Riyadh Season fait en sorte que tout le monde s'affronte et tout le monde s'affronte. Chez les légers, t'as chez les légers là je C'est sais pas ce trop qui se passe. dommage. C'est tellement dommage. Et du coup, c'est une catastrophe parce que c'est une des catégories les plus relevées techniquement. C'est une des catégories avec les plus jolis noms, les trucs qui font saliver. Bah voilà où on en est. Et c'est dommage parce que c'est un beau combat, mais c'est pas le combat qu'on veut. Voilà. Et c'est Ouais. le combat le plus décevant de la carte parce que c'est pas le combat qu'on veut. Et c'est un combat qui malheureusement, alors j'espère que Scofield va nous faire mentir, va faire un combat de fou. Et que chaque cours va être dépassé ou tout ce que vous voulez et que ça va être un combat hyper disputé, mais c'est le combat le plus facile à pronostiquer, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Et le problème, Voilà. je pense que sur le papier, en tout cas, il est très peu compétitif. Donc, Oui. sauf D'ailleurs, on n'a pas pronostiqué le combat d'avant. Je viens de le capter. que je remonte dans ma petite carte. Shiraz contre Adames. Il Moi, est je dur suis un celui-là. méchant, j'ai envie de voir Adamès gagner, mais je pense que c'est Shiraz qui va quand même Ouais, gagner. moi aussi, Mais- je vais dire Shiraz et je vais dire Shiraz par KO 10e, quelque chose comme ça. Ouais, pas au début, je pense. Pas au Fin de début. combat. Ouais, pareil. On passe au co-main event de la soirée. Là, par contre, ça fait saliver bien comme il faut. Daniel Dubois contre Joseph Parker pour la ceinture IBF des poids lourds détenue par le Daniel Dubois. Daniel Dynamite Dubois, 27 ans, 22 victoires, dont 21 par KO, quand même. 2 défaites, dont 2 par KO. Dernier combat en septembre 2024, c'était contre AJ à Wembley. On y était, blablabla, le flex. Victoire par KO au 5e pour défendre sa nouvellement acquise ceinture IBF. Donc c'était techniquement son premier combat pour la ceinture IBF et techniquement sa première défense en même temps. Voilà. C'est le jeu. Et en face, il affrontera. Alors moi, c'est mon chouchou absolu. Donc là, je vais pas être objectif, je vous l'annonce. Joseph Parker, 33 ans, 35 victoires, dont 23 par KO, 3 défaites, dont 1 par KO. Dernier combat, c'était en mars 2024 contre Gilles Zhang et il avait gagné par décision majoritaire après être allé 2 fois au tapis. Et ça a son importance, je Oui. pense, dans ce combat. Je pense que ça a très largement son importance. Alors, premier truc. Enfin, Joseph Parker a sa chance à un titre mondial. Titre mondial parce que pour ceux qui suivent la boxe depuis très peu,
Joseph Parker a été champion du monde WBO. Il avait 25 piges, un truc comme ça. Il était hyper jeune. Il a été champion du monde WBO. Il a perdu sa ceinture contre Anthony Joshua, à l'époque où Joshua était sur son run vers l'Undisputed. Donc quand il a pas finalisé évidemment, mais qu'il était sur son run d'unification des ceintures une par une. La ceinture WBO à l'époque était détenue, je crois que ça doit être 2017 si je dis pas de bêtises, était détenue par Parker. Joshua avait gagné le combat à la décision unanime. C'était la première fois que Joshua gagnait un combat autrement que par KO à l'époque. Ça a son importance aussi. Joshua avait pris la ceinture WBO des mains de Joseph Parker. Depuis, Parker a eu une carrière un peu en dents de scie. Il est revenu très 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 fort dernièrement, avec un run sur 2023-2024 assez extraordinaire. Où il a enchaîné 4 victoires significatives et avec la manière, contre des gros noms. Il a battu notamment Zhang et Wilder sur cette période. Ce qui fait écho aussi à Daniel Dubois, qui a eu une carrière en dents de scie, qui a eu à des moments compliqués, notamment ils ont un truc en commun, ils ont tous les deux une défaite contre Joe Joyce. Et Joe Joyce là qui combat contre Dillian White dans un combat qui va passer complètement inaperçu. Donc comme quoi la boxe, la vitesse à laquelle ça peut changer. C'est dingue. Mais ils ont tous les deux une défaite contre Joe Joyce, tous les deux une défaite contre Joe Joyce par KO en plus. Et effectivement, Dubois a eu un autre combat compliqué contre Alexander Usyk. On peut pas en vouloir à Dubois parce que c'est Alexander Usyk en face. Bon, il se met à genoux sur un jab, donc ça c'est peut-être un peu bizarre. Mais c'est les critiques qui revenaient sur son mental, etc. Parce que les 2 défaites par KO qu'il a, enfin les 2 défaites, c'est 2 KO et c'est 2 fois il met le genou au sol. Encore une fois, on en avait parlé ici, nous, la première défaite contre Joe Joyce, il a le plancher orbital qui est cassé. Il a eu raison pour moi de se mettre à genoux, puisqu'il serait pas là où il en est aujourd'hui s'il avait été courageux, voilà. Et la défaite contre Alexander Usyk, elle est un peu plus inexplicable, mais je pense qu'il a pété mentalement. Premier combat dans un stade, le stade est complètement acquis à la cause de Usyk puisque c'était en Pologne, c'était rempli d'Ukrainiens, c'était en plein pendant la guerre, enfin qui a toujours lieu, mais c'était vraiment le pic, on va dire, de la guerre, de l'invasion russe en Ukraine. Il a pris la marée pendant 9 rounds, à part sur le coup bas, pas coup bas. Bon bref, sinon il a pris la marée, donc je pense qu'il a complètement craqué. Et depuis, grosse résurgence absolue. Il commence à accrocher des sacrés noms à son palmarès. Il a eu un premier round compliqué contre Kevin Lerena aussi, pour ceux qui s'en rappellent. Mais il est revenu. Voilà, il est revenu. Miller, Ergovic, Joshua. Parker est revenu aussi très fort. Enfin, en fait, ils ont des trajectoires pas identiques, mais ils ont des trajectoires un peu similaires de mecs qui sont tombés bas. Avec peut-être leur plus bas, le KO contre Joe Joyce chacun, et qui reviennent très très fort, qui ont fait les ajustements qu'il fallait, qui ont montré qu'ils avaient le mental de champion pour revenir, et qui aujourd'hui s'affrontent donc pour une ceinture IBF. C'est un très 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 beau combat sur le papier. Ah oui, tout à fait, clairement, et je pense que c'est bien le narratif, je suis en phase avec toi sur ce narratif-là de la rédemption un peu entre les 2 combattants, c'est vrai, on parle comme s'ils avaient tout fait, alors que mine de rien, ils en sont encore vraiment au cœur de leur carrière, ils sont loin d'être sur la fin, et c'est ça qui est intéressant, avec toutes les perspectives qu'il y aura sur les prochaines années, avec le départ d'Usyk, le départ de Fury, Joshua, Wilder, tu sais, les Zhang, tous les vieux briscards là, qui vont bientôt partir, ça laisse de belles perspectives pour la suite, et effectivement, comme tu le dis, les deux, ils ont réussi à faire de bons ajustements à la suite de leur défaite. Je pense à aussi Dubois, qui a sa défaite contre Usyk, elle a très très bien vieilli, et même il y a un step-up entre sa défaite contre Usyk et ses derniers combats. Et pareil, Joseph Parker, auto-promo, on l'a interviewé, et effectivement, il nous dit qu'il a fait un gros travail à la fois physique avec une nouvelle prépa physique, il dit qu'il est dans la forme de sa vie, un travail technique également avec son changement de coach forcément, qui font que là il est sur une super lancée, et donc là ça va être un combat pareil, difficile à pronostiquer, et un combat attendu parce que c'est un combat qui va aussi redistribuer les cartes dans cette catégorie des poids lourds, et donc compliqué de rester factuel parce qu'on aime beaucoup les deux, on a pu les voir, les interviewer, mais au-delà de ça, on sait que les deux ils ont des armes totalement différentes pour pouvoir casser l'autre. Je pense à Dubois, on a souvent tenté de le réduire à simplement un boxeur dur qui tape fort et qui, en gros, limite un boxeur bête et méchant qui tape et qui met KO les gens, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, et il est beaucoup plus subtil que ça. On l'a vu face à Joshua, il arrive à bien casser la distance, il a un jab lourd, mais au-delà de ça, il a un bon jeu de jambes, mine de rien, qui permet de bien casser la distance. C'est
on va sans revenir sur l'analyse qu'on avait faite sur le dernier fight. Il a ce pendulum step, cette manière de rentrer, de sortir de la distance, de maintenir une pression et d'acculer l'adversaire contre le coin pour vraiment être très dangereux. Donc, je trouve qu'il a un arsenal technique, il a une puissance qui lui permet vraiment de pouvoir faire des étincelles à très très courte distance. Et face à lui, il a un Parker qui a beaucoup évolué sur sa manière de gérer les combats, de gérer la distance. Tu l'as dit à juste titre, c'est super important. Il a réussi quand même à tenir contre Jile Zhang. Et je vous rappelle, hein, je vous renvoie à ce qu'on en a dit il y a une bonne trentaine de minutes. Jile Zhang, c'est potentiellement le plus gros puncher du monde. On rappelle qu'il a couché Joshua, Wilder. Donc, c'est potentiellement le gars qui tape le plus fort au monde actuellement. Donc, si tu arrives à résister contre le punch de Zhang, bon, a priori, tu devrais être censé résister à Dubois. Mais bon, ça reste une science inconnue vu qu'on est chez les poids lourds. Mais donc, au-delà de ça, au-delà de sa résistance, il a une bonne faculté défensive, à la fois avec les mouvements de tête, la gestion des angles, la gestion du ring et un très très gros travail de sabre qui pourrait faire en sorte de totalement épuiser Dubois qui, au fil des rounds, va égrener sa puissance, égrener son rythme et pourquoi pas laisser filer le combat. Donc là, sur le papier, c'est vraiment deux combattants qui sont différents, c'est une grosse opposition de style et les deux, ils ont de quoi faire pour faire flancher l'autre. Donc compliqué à pronostiquer celui-là. Je pense que le volume et la vitesse de Parker peuvent complètement dépasser Dubois, parce qu'avec le recul, et j'avais pronostiqué Joshua à l'époque, hein, donc attention, mais avec le recul, avec l'analyse et tout, en fait, ce Joshua-là, et Joshua de manière générale, était en fait le combattant parfait pour Dubois, pour ce Dubois-là. C'est-à-dire, Joshua, il est quand même assez statique, c'est quand même un mec pied plat, pied ancré au sol. C'est pas un boxeur virevoltant, c'est pas un boxeur qui va vite, c'est pas un boxeur qui a un jeu de jambes extraordinaire. Joshua, c'est un très bon boxeur, attention, mais c'est pas ce type de boxeur. Et effectivement, contre un Dubois qui tape vite et fort et qui a un jab enfin c'est un camion que tu prends dans la gueule en fait. Du coup, c'était presque le combat parfait pour Dubois. Et effectivement, j'aurais dû le voir venir et je me suis planté dans les grandes largeurs. Je pense parce que Dubois, en fait, j'arrive pas à pronostiquer Dubois. À chaque fois, il me donne tort. J'arrive jamais à le pronostiquer. À chaque fois, il me fait mentir. Donc tant mieux. Mais je pense que c'était le combat parfait finalement pour Dubois avec le recul. Et enfin, il l'a prouvé du moins. Donc c'est facile pour moi de le dire maintenant. Hein. Je le dis 6 mois après le combat. Enfin, c'est facile. Je pense que c'était le combat parfait pour Dubois. Je pense que Parker, c'est peut-être potentiellement. En fait, t'es à mi-chemin entre la kryptonite ultime de Dubois, c'est-à-dire Usyk, qui est le style Usyk, virevoltant dans tous les sens, bouge tout le temps la tête, il te met un volume de fou, il prend des angles. Un mec comme Dubois, je pense qu'il aime pas que tu lui prennes des angles. C'est vraiment, c'est ça, c'est comme ça que t'annules la boxe de Dubois. En face, il y a quand même, là, il y a Parker. Je pense que Parker, à mon avis, a toutes les armes pour battre Dubois, parce que justement, dans son coin, il y a Andy Lee. Que Andy Lee, c'est quand même très cérébral, ça analyse énormément ce qui se passe en face, et que Andy Lee a vu et connaît les défauts de Dubois, et que Andy Lee a toutes les cartes en main pour dire à Parker, on va mettre du volume, mettre de la vitesse, mettre du changement d'angle, et faire jouer le jeu de jambes. Voilà. Ouais, et que du décalage. Je veux des angles dans tous les sens. Parker, il sait le faire. Il a tout ce qu'il faut pour le faire. C'est comme ça qu'il s'en sort contre Wilder, contre Zhang, hein. En prenant pas, enfin, il en prend 2 contre Zhang qu'il met au sol, mais justement, il en prend que 2, mais il se décale, il machin et tout. Donc, pour moi, il a toutes les armes pour battre Dubois. Maintenant, Dubois, j'avais dit, j'arrête de parier contre Dubois parce qu'à chaque fois il me fait passer pour un con. Mais là, il y a le choix du cœur qui est Parker, de très loin. D'ailleurs, ça rime. Et il y a évidemment le choix de la raison, où je me dis, même en essayant d'être objectif le plus que je peux, je pense que Parker a ce qu'il faut, à l'expérience. Il a l'intelligence de combat, il a la vitesse de main, parce que c'est le poids lourd qui a les mains les plus rapides du circuit, et il a la gestion de la distance et des angles qui font que, en plus il sort de 2 combats coup sur coup contre 2 énormes punchers. Alors un Wilder, ça veut rien dire son combat contre Wilder, c'est un Wilder en descente, mais ça a beau être un Wilder en descente, ta stratégie de combat doit quand même être celle d'un mec qui à tout moment peut se faire arracher le coup. Exactement. Et contre Django aussi, donc il sort de ça en fait, il sort de 2 combats où il doit être parfait pendant 12 rounds et il doit pas prendre une seule patate. Et là c'est un peu le cas contre Dubois, même si effectivement Dubois il y a plus que son énorme droite, on est d'accord. Déjà il y a son jab qui est infect, infect à gérer je veux dire, qui est lourd, qui est rapide, qui part dans des angles, enfin il est très 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 fort avec son bras avant, Dubois, vraiment.
Mais je vais parier sur une décision unanime Parker. Ouais, c'est ça en fait. Je vois peut-être pas Parker, sauf énorme ajustement. Après, c'est les poids lourds. Parker couché du bois, mais en revanche, Non, je effectivement, pense pas s'il non plus. arrive à contenir la tempête, c'est vraiment ça. S'il arrive vraiment à contenir la tempête, à maintenir un rythme et une distance, en gros, à gérer le combat en mode chef d'orchestre, pas se faire coincer dans les cordes, pas se faire trop choquer par le gros jab de Dubois. C'est vrai qu'il a des solutions, il a clairement une possibilité de remporter le combat, mais justement, Dubois, je trouve que, encore une fois, hein, le truc, c'est qu'il se bonifie à chaque combat, ça se perfectionne et c'est dingue parce qu'il arrive à arracher des noms de plus en plus beaux, comme tu le dis, depuis sa défaite contre Usyk. C'est dingue, là, le run qu'il est en train de nous faire. Et donc, voilà, moi, Après, contre Joshua, on se l'est dit. On s'est dit un truc, et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'a dit, mais c'est autant Dubois qui gagne le combat que Joshua qui le perd, tu vois. Oui, Je mais suis est-ce que pas ça sûr que n'en- Parker fera les erreurs que Joshua a fait. je suis 100% d'accord, mais ça retire en rien, je pense, le travail qu'il a fait parce qu'il Non, 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 faut, bien sûr. faut le, faut le gérer, hein, le jab. Hein. T'as un mec de 120 bars 115 bars qui te rentre Bien dedans sûr. avec un gros jab et qui te fait reculer de Bien 3 sûr. pas. T'as beau avoir une bonne gestion d'angle, t'as beau avoir une main. Pour rentrer dans le détail technique, et c'est ça qui lui avait fait causer de grosses galères face à Joe Joyce, même si je suis sûr qu'il s'est amélioré entre temps. Tu sais, par exemple, Parker, quand tu regardes sa défense, on va dire sa manière de gérer le bras arrière, notamment, il a tendance à faire un pivot et placer sa main pour pouvoir essayer Mm. de catch, d'attraper le bras arrière de son adversaire. Contre Joyce, il s'était fait toucher à de trop nombreuses reprises au Ouais. point de finir KO. Et il avait fait ces ajustements-là en termes de gestion d'angle face à Gilles Jang et face à Wilder. Je prends plus Gilles Jang en référence, mais le truc, c'est que Gilles Jang, il est beaucoup plus lent que Dubois est beaucoup moins explosif. Donc j'ai l'impression que quand tu as un gars qui est explosif, qui va essayer de te coincer dans le coin, qui va Mm. t'envoyer des gros jabs, qui va rentrer, sortir, et sur lequel en fait ça va être une grosse bataille de pieds parce que toi, tu en as un qui va avancer, l'autre qui va essayer de tourner, ça Mm. peut être compliqué. Donc, ça va être un peu une partie d'échec et c'est intéressant de voir ça chez les poids lourds parce qu'on a tendance justement à souvent les réduire à leur puissance, alors que finalement, des fois, il y a toute une subtilité dans l'arsenal technique et dans la gestion à la fois de la distance et la gestion des angles. Donc, au-delà d'être un gros choc qui pourra peut-être se finir prématurément, ça va aussi être une belle partie d'échec. Donc, faut surtout pas manquer ce combat et ouais, difficile à pronostiquer. Moi, je verrais quand même Dubois gagner, peut-être pas par KO, mais Mm. je verrais Dubois dominer. Mais franchement, que l'un ou l'autre gagne, dans tous les cas, je serais content. Honnêtement, je serais content. Et puis, je t'avoue que j'ai une Alors, ce préférence sera aussi pour mérité, c'est Parker, mais sûr. j'ai essayé d'être un peu factuel, un Non, non, peu mais ce objectif. sera mérité parce que c'est deux énormes combattants, c'est deux Oui, mecs qui sont là où ils doivent être, dans l'ultra méga giga top de la catégorie. C'est deux monstres, c'est deux styles différents, donc c'est un vrai affrontement de style. Enfin, j'aime beaucoup ce combat, au-delà du fait qu'effectivement j'aime les boxeurs séparément, tu vois. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ce combat sur le papier. mm, Euh, je vois pas comment ça peut être un pétard mouillé parce que dernièrement Dubois, tous ses combats, c'est explosif, il se passe des trucs. Même le combat contre Baby Miller, qui est moi ce que je pense de Miller, voilà, mais même son combat contre Miller, c'est explosif, c'est joli à regarder. Le combat contre Ergovic, c'est une folie. Le combat contre Joshua, bon bah, j'en ai encore la trop voix fort. cassée. Et Parker, c'est pareil, ses derniers combats, c'est des folies furieuses. Donc sur le Surtout qu'il papier, est c'est dans un un. très Tu sais, très 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 beau combat. Parker, il a passé un cap aussi. C'est ça le truc qu'on est trop pressé de voir. On sait qu'il a passé un cap et tu sais, il est passé en mode limite Super Saiyan, quoi, tu Oui. vois. Et donc, ça va être trop intéressant de le voir et de. Parce qu'il va Bah, bien. Moi, s'il je bat sais que la Dubois partie là, Ouais. Il va bien c'est. gérer la défense. En fait, s'il arrive à mettre Dubois en échec sur plusieurs reprises, qu'il contre, qu'il arrive à bien gérer, ça va être un très très beau combat et ça va annoncer que Hmm. des belles choses pour la suite. Et ouais, Bah, je en suis fait, peu pressé. importe si ça se finit avec Dubois qui gagne par KO, c'est une folie. Ouais. Parce qu'enchaîner Joshua et Parker par KO, enfin, ça n'a aucun sens. Mm. Enfin, Ergovic, Joshua, Parker, enfin, je veux dire, t'es sur un run qui commence à rentrer dans la légende. Tu commences déjà à avoir un meilleur CV que Tyson Fury. Enfin, désolé de le dire comme ça, mais tu vois, enfin, Ouh. bah non, mais Ah, t'as bon, raison. voilà, T'as raison. tu commences à avoir un meilleur CV que Tyson Fury. Et j'aime beaucoup Tyson Fury. C'est juste que bon, voilà, je pense que Tyson Fury est meilleur que Daniel Dubois, mais je pense que le CV de Tyson Fury est pas à la hauteur de son talent. C'est plus ça. Tu commences, enfin là, tu commences à vraiment parler. Parker, s'il bat Dubois, c'est pareil. C'est-à-dire que Parker, qui était champion du monde il y a 7-8 ans, qui reprend une ceinture aujourd'hui en battant un mec de 25 piges, 27, pardon, de 27 piges, qui sort d'une victoire phénoménale à Wembley. Incroyable. Ah, c'est pareil, tu repars sur un truc là, et du coup, t'as envie de voir Usyk contre Parker, parce que tu te dis,
Bah en fait peut-être que Parker il a les clés. Attention, hein, je projette et je pense que personne ne battra Usyk, mais tu te dis ah bah peut-être que pour l'instant chez les poids lourds, Usyk n'a pas affronté un mec qui a le style de Parker, tu vois. Oui, c'est ça. Il a affronté des énormes cogneurs, il a affronté des monstres physiques et techniques, je pense à Fury notamment, mais il a pas affronté un mec comme Parker. Donc Mm. est-ce que c'est ça qui le mettrait en défaut chez un lourd? Je pense pas, mais c'est une inconnue. C'est le seul aujourd'hui Parker qui peut arriver en disant bah on sait pas ce que je peux faire potentiellement contre Usyk puisqu'il a jamais affronté un mec de mon style. Ouais. Alors que Dubois, bon bah déjà il a déjà affronté Usyk, mais on sait ce que Usyk il sait faire au gros puncher, on sait ce que Usyk il sait faire aux gars très techniques, on sait ce que Usyk il sait faire à des mecs comme Joshua, enfin on sait ce qu'il sait faire Usyk. Mm. Contre un Parker, les questions se posent un peu plus, même si Usyk part très favori. Tu vois, donc c'est pour ça que j'ai envie de voir Parker gagner aussi, Oui. parce que les perspectives d'avenir me font plus kiffer sur un Parker que sur un Dubois, même si Dubois est plus jeune. Ouais. Après, tu le vois, Dubois, Usyk encore continuer là. Enfin, moi, je oui, me dis oui. que là, Usyk, à part. Bon, si Beterbiev, bon, on va spoiler la prochaine. Si Beterbiev bat Bivol et que Usyk fait Beterbiev, c'est bon, c'est fini. Hein. On a tout fini, tu vois. Mais Ouais, est-ce ouais, que mais Usyk prendrait. Parce que sinon, on s'arrête pas. Hein. Si Usyk il prend par cœur, après Ah, on mais va non, lui mais on dire ouais, s'arrête mais pas, faut mais il prendre veut le pas s'arrêter. collet après. Il veut pas s'arrêter, donc. Jusqu'à quand? Tu vois, ah, bah jusqu'à quand, ça je suis d'accord. Mais il veut pas s'arrêter. Il a dit, là, en plus, il y a un truc qui est sorti il y a pas longtemps. Il a dit qu'il était tout à fait chaud pour un Dubois 2. Enfin, tu vois. Il est complètement fou. Il est Donc, complètement fou. mais moi je suis d'accord, hein, on l'a dit la dernière fois, pour moi là, maintenant, il devrait se barrer dans le soleil couchant. Déjà pour moi, il aurait dû se barrer après Fury 1, il avait même pas besoin de prouver une deuxième fois en fait, mais là il l'a prouvé une deuxième fois, pour moi il doit se barrer dans le soleil couchant et on n'en parle plus. Ouais. Mais il veut rester, donc s'il veut rester, un Parker Usyk me fait plus saliver qu'un Dubois Usyk 2. Ouais. Parce que Dubois Usyk 2, Dubois il a fait tous les ajustements du monde, ça finirait exactement pareil. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors que Parker Usyk, il y a une inconnue. Même Moi, si Usyk je est suis très d'accord. favori, il y a une inconnue. Et je pense aussi, Parker, en fait, il y a aussi un truc de Dubois, il a tout l'avenir devant lui, il a 27 piges, même s'il perd contre Parker, il reviendra, il y aura peut-être un rematch, j'en sais rien. Parker, il a 33 ans, il est dans son prime, mais il n'aura pas 1 milliard de chances au titre non plus. Et Ouais. il mérite, il a tout sacrifié pour revenir au top. Pendant le Covid, par exemple, il voulait absolument se remettre à fond. Il est parti vivre chez Andy Lee, justement, et chez Tyson Fury pour s'entraîner H24. Donc, il a quitté sa famille pendant le Covid. Sa famille qui, du coup, pouvait pas voyager. Enfin, il a vécu longtemps en Irlande chez Andy Lee pour s'améliorer. Enfin, il a tout sacrifié, en fait, pour en arriver là où il en est aujourd'hui et revenir à son meilleur niveau. Physiquement, il a jamais été aussi en forme. Il est préparé par George Lockhart sur la partie physique. Il est préparé par Andy Lee sur la partie boxe. Enfin, pour moi, tout est réuni pour que cette Dream Team là, en plus, qui s'entend hyper bien et tout, aille faire quelque chose. Voilà. Ouais. Et j'aurais plus en termes de stratégie, j'aurais plus tendance à être Team Andy Lee que Team Don Charles aussi. Donc je pense. Enfin ouais, moi je vois Parker gagner, j'ai envie que Parker gagne. Je serais pas déçu dans les deux cas, enfin à part si Parker prend un énorme KO, ça me fera mal au cœur. Ouais. Mais par contre, je serais pas déçu parce que celui qui va gagner aura mérité de gagner, je pense. Ouais. Sur un combat comme ça, tu peux difficilement avoir une décision à la fin. Tu peux pas avoir un vol en fait. Je sais pas comment expliquer, mais Non, non. si Parker gagne, Parker va dominer. Si Dubois gagne, Dubois va envoyer Parker au tapis 3 fois quoi. Ouais, Tu vois, exactement, c'est ça. C'est voilà. les deux scénarios. Pour moi, c'est les deux scénarios les plus probables. Soit, en gros, Parker arrive à contenir Dubois, le met en échec. En gros, il gagne le combat en mettant en échec Dubois. Soit Dubois, il arrive à marteler Parker et à le faire passer un sale quart d'heure, mais en l'occurrence, 36 minutes d'enfer, quoi. Ouais. Voire moins, Donc bon, s'il arrive à le toucher sérieusement. voilà, on vous a fait notre petite preview d'une heure et 2 minutes, d'une heure et 3 minutes sur cette carte absolument extraordinaire. C'est sur DAZN, c'est en pay-per-view, c'est le 22 février. Évidemment, il y aura pas autant de connexions, j'espère, que pour Fury Usyk 2, enfin Usyk Fury 2, donc il y aura pas les mêmes bugs, j'imagine. J'espère, parce que quitte à payer le pay-per-view, voilà. J'espère que DAZN a fait des ajustements après la petite gueulante de la dernière fois et votre gueulante aussi. Enfin bref. Donc c'est le 22 février sur DAZN, carte de malade. Branchez-vous dès le premier combat, faites-vous un kiff absolu.
Il y a un combat de prélim aussi, on n'en a pas parlé, je suis désolé, mais bon, déjà que ça dure 1 heure et puis c'est des combattants dont on n'a pas grand-chose à dire. C'est pas parce qu'ils sont mauvais ou quoi, mais c'est parce qu'ils ont encore rien fait sur la grande scène. Mais il y a un combat de prélim qui de toute façon devrait pas être en pay-per-view sur DAZN, je pense. Je pense que ce sera sur YouTube ou un truc comme ça, ou peut-être même pas diffusé. C'est peut-être le temps que les gens arrivent. Ils font ça à la Riyadh Season, surtout à la Kingdom Arena. Et là, vous avez la carte au complet. Branchez-vous dès le début. Je sais pas à quelle heure ça commence, mais je dirais un 18-19 heures. Ouais, faut rien Quelque rater. chose comme Y a ça. rien à Branchez-vous acheter. dès le début. Il y a rien à acheter. Dès l'ouverture, hein, Smith Boatsy, ça commence très très fort. Donc branchez-vous dès le début. Vraiment, je vous en conjure. Ça va se télescoper avec le tournoi destination pour les copains fans de rugby et de boxe aussi. Va falloir faire un setup double écran. On vous fait des gros bisous. On vous dit à très vite. Merci Kabir, hein, évidemment, pour tes lumières comme d'hab. Merci. On vous dit à très vite. Nous, on va enregistrer dans la foulée, comme ça, ce sera fait. À dans une semaine pour le main event Better BF contre Bivol de Last Crescendo, le rematch. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. Des bisous. Bye bye. Ciao.